Bonsoir. Donc on va démarrer ce conseil municipal qui devrait normalement pas être trop long. Il n'y a pas beaucoup de délibérations. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas importantes, bien sûr. Donc on va commencer. Je vais demander à Simon Auclair de bien vouloir faire l'appel. Valérie Zulian. Présent. Alain Russier. Présent. Marie-Christine Nardin. Présent. Xavier Pelat. Présent. Jamila Boubella. Présent. Kader Amari. Présent. Mustapha Akiorek, pouvoir à Valérie Zulian. Christine Tête. Présent. Joséphine Lombardo. Présente. Guillaume Gourdin. Présent. Christine Bricotto. Présente. Simon Auclair, présent. Élie Papayoanou. Présent. Cyril Quinard, pouvoir à Christine Bricotto. Claudine Brunet-Jailly. Présent. Luc Leroy, pouvoir à Alain Russier. Isabelle Gutiérrez. Olivier Rossetto. Présent. Sylvie Villecourt. Présent. François Ferrante. Présent. Marie-Elisabeth Jean, pouvoir à André Bessot. Pierre-Antoine Tosi. Marie-Line Cuillet, pouvoir à François Ferrante. André Bessot. Gilles Julien. Présent. René Vial. Guillaume Seguin. Présent. Jean-François Garcia. Présent. Merci Monsieur Auclair. Donc on va maintenant adopter le procès-verbal de la séance précédente. Est-ce qu'il y a des observations, des remarques? S'il n'y a pas de remarques, est-ce qu'il y a des... Nous allons voter. Y a-t-il des oppositions? Donc 4 oppositions. Y a-t-il des abstentions? Donc adopté, merci. Donc la première délibération concerne le détail des subventions... pardon, excusez-moi, je vais un peu vite. Nous allons désigner le secrétaire de séance et je propose Alain Russier comme secrétaire de séance. S'il n'y a pas d'objection. Voilà, donc nous allons démarrer cette séance donc avec le détail des subventions aux associations 2023 et un petit mot avant de laisser la parole à Monsieur Russier qui concerne quelqu'un qui vient de décéder, qui s'appelle Alfredo Ruggieri. Donc voilà, nous souhaitons rendre hommage à Alfredo Ruggieri qui s'est éteint le 7 avril 2023 à l'âge de 77 ans. Et il s'est installé à Moirans en 79 en tant que compagnon de France Charpentier, qu'il a réalisé le toit de l'église. Il a été adepte des boules depuis l'âge de 14 ans et puis il a contribué également au développement du club de Moirans qu'il a présidé pendant 8 ans. Donc c'est également quelqu'un qui était membre des Compagnons de la Palette, qui a fait aussi de la peinture. Malheureusement, il a été malade et il a abandonné avec regret toutes ses activités et il est décédé aujourd'hui. On ne peut que lui rendre hommage pour sa convivialité et sa gentillesse. Je laisse maintenant la parole à Monsieur Russier sur cette première délibération. Merci Madame la maire. Eh bien, je vais dire à mon tour un petit mot concernant les associations avant de parler de la délibération. Les associations sont une richesse pour Moirans. Elles contribuent au lien social, au renforcement de la citoyenneté et à la participation à la vie publique. Le tissu associatif embrasse tous les âges de la population. Il œuvre dans tous les domaines, tels le social, le sport, la culture, le patrimoine, les loisirs, l'éducation, la petite enfance, et permet de réfléchir ou se distraire, aider ou s'entretenir, s'informer ou partager des intérêts communs, etc. Nous soutenons leurs actions depuis le début du mandat, malgré des conditions sanitaires particulières ainsi que des conditions économiques difficiles.
Nous avons encore souhaité une fois de plus, cette année, maintenir un niveau d'aide important auprès de celles et ceux qui contribuent fortement à la vie locale. La somme globale attribuée en 2023 aux subventions pour les associations moiranaises est légèrement supérieure à celle versée en 2021 et 2022. Donc maintenant, je passe à la délibération. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2311-7 et L. 2131-11, vu l'avis favorable de la commission vie locale en date du 20 avril 2023, il est rappelé aux membres du conseil municipal que la municipalité est soucieuse d'encourager la vie associative qui participe à l'animation et à la qualité de vie de la commune et alloue chaque année des concours aux associations. Dans le cadre du vote du budget primitif 2023, l'annexe obligatoire 4B8 subventions versées était jointe à la maquette budgétaire. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur les concours versés aux associations. Considérant le premier alinéa de l'article L. 2311-7 du CGCT disposant que l'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget, considérant l'article L. 2131-11 du CGCT disposant que sont illégales les délibérations auxquelles prennent part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire. Ainsi, un conseiller municipal en exercice du conseil municipal, même simple adhérent à une association, peut être considéré comme intéressé à l'affaire s'il participe à une délibération allouant une subvention de la commune à la dite association. Il convient donc que tout conseiller intéressé ne participe pas au vote. Donc je pense que nous allons prendre les noms des conseillers qui sont adhérents d'une association pour éviter effectivement qu'ils votent. Juste une petite précision, c'est qu'on va noter les associations correspondantes parce que voilà, il y a quand même un vote général à l'exception des noms d'associations que vous allez nous indiquer. Merci. Comment ? Si, on va changer. Si. On va, les noms, puis on va changer après. On va échanger les noms et puis après, effectivement, on prendra le temps parce que ça va prendre un certain temps, je pense, à tout noter. Donc, Élie. Oui, ensuite, donc... On va mettre le ski club. Ah, ski club, oui. MTT. Compagnon, ensuite. MTT, Guillaume, si. Ski club. Ah, je ne l'avais pas noté, pardon. Alors, oui, je n'avais pas les... plusieurs. MTT, Oui, il y en a 3. Christine, Xavier, MTT, Christine, Xavier. Est-ce qu'il y a d'autres associations ? On va le noter quand même pour éviter Olivier Rossetto pour le ski club moiranais, même s'il n'y a pas de... cyclo-club, pardon. Cyclo. Christine. Et Christine. D'accord. Et Christine. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui. Oui. Et l'amicale des sapeurs-pompiers pour Monsieur Julien. Alors, vas-y, Guillaume. Non, c'est pas à titre personnel. Ouais, c'est pas la famille. Personnel. C'est toi-même. Est-ce qu'on a fait le tour du coup des associations? Oui, Madame Dial. Non, je ne suis pas l'association. En fait, c'est surtout les membres du bureau. C'est pas que les adhérents. Non. Si? Que les adhérents? Non. C'est l'ensemble des personnes, normalement, doivent se désigner. D'accord. Voilà, c'est une question au Sénat qui a été posée et la réponse a été que chaque personne doit se désigner en tant que membre d'une association, pas forcément que bureau.
Ok, bon, ben donc, si vous avez des questions. Oui, monsieur Julien. Oui, en fait, du coup, ma question, elle se situe plutôt sur on va dire l'aspect un petit peu juridique, dans la mesure où en quoi la délibération précédente que nous avons prise n'est pas entachée d'irrégularité au titre de l'article du Code général des collectivités territoriales que vous avez cité, dès l'instant où on a voté en présence d'un document, d'un budget, où les subventions sont déjà fléchées. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu un montant global de subventions. On a eu en fait le tableau, le tableau que vous avez mis là, quoi. Voilà. Alors, mon intervention, elle n'a pas le but de faire de l'opposition pour faire de l'opposition, hein. Je partage bien évidemment ce que vous avez cité et dit sur les associations moiranaises, leur importance, mais elle est surtout faite, mon intervention, pour dire attention de ne pas s'exposer, parce que là, du coup, on va voter une délib qui autorise le fait de donner des subventions, mais à ce moment-là, on a déjà autorisé en fait cette chose-là par le détail qui a eu lieu la dernière fois avec le budget. Alors, pour répondre sur ces deux points, hein, donc on y fait référence dans cette délibération. Donc et donc on a mis une annexe qui est obligatoire de mettre, donc qui n'était pas annexée même si elle était dans le gros document. Et concernant les éléments chiffrés, on les avait donnés au niveau du PowerPoint. Vous avez eu tous les éléments qui sont donnés dans le PowerPoint. Donc tous les éléments, tous les chiffrages d'association, le total, qu'il faut aussi... c'est important d'avoir le détail par catégorie, parce que d'un côté, on a des associations qui ont des vocations différentes, comme la petite enfance, comme Léo Lagrange, et après, il y a les associations sportives, par exemple culturelles, etc. Et on a des vocations un peu différentes. On a aussi l'association du personnel, on l'avait évoqué, le GASM, etc. Donc aujourd'hui, oui, tous les chiffres vous avez été transmis. Là, il s'agissait d'ailleurs, on y fait référence, de redonner cette liste de manière plus pointée au niveau des associations. Oui, monsieur Julien. Oui, madame la maire, excusez-moi d'insister, je partage en tout point ce que vous venez de dire, hein, je ne le conteste pas, mais vraiment ce que je souhaite dire, c'est que, en fait, moi je ne parle pas du PowerPoint, parce que ce n'est pas un PowerPoint qui fait foi. Dans le vote de budget, vous avez bien communiqué un petit bouquin, hein. Il y avait il y avait le compte, il y avait le budget, et c'était bien détaillé exactement comme ça. Et du coup, dès l'instant où on vote ce budget sans prendre la précaution qu'on s'apprête à prendre maintenant, ma question est, est-ce que cette délibération, elle n'est pas entachée d'irrégularité ? Non, là, ça n'interfère pas. C'est pas parce qu'on a séparé ce vote aux associations que ça l'entache d'illégalité. Au contraire, là, on l'exprime bien puisqu'on y fait des références dans cette délibération, que c'est une annexe et qu'effectivement, on y a mis le détail de cette annexe-là. Mais ça ne présage pas que ça soit dans l'illégalité. Au contraire, on réaffirme... en tout cas, ce volet du fonctionnement de la politique municipale qui nous semble essentiel. Il y a d'autres questions ? Oui. Oui. Juste un renseignement, oui, pour la forme de ce... Vous m'entendiez pas? Juste pour savoir au niveau des associations qui sont sur une seule feuille. D'abord, il me semble qu'il y en avait beaucoup plus les autres fois. Donc on n'a pas la liste globale. Et je voulais savoir, normalement, elles sont toutes tenues de rendre des comptes, de déposer des comptes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vérifie tout ce genre de choses? Déjà la régularité au niveau des comptes. Oui, monsieur aussi. Alors, je pense que
chaque association donc, fait un dossier de subvention, donc fin d'année, qui doit faire une trentaine de pages, avec toute une série de renseignements précis, effectivement, sur leurs conditions financières, etc., pour préciser leurs demandes. Et de ce côté-là, je crois qu'il n'y a pas de choses particulières à dire, quoi. D'autre part, là, la liste est complète des associations, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y en a pas d'autres. Alors, il y a certaines associations qui n'ont pas fait de demande, donc elles n'y figurent pas. Mais il y en a, je dirais, 5 ou 6, quoi, pas plus. Madame Boubella. Merci Madame la maire. Oui, pour compléter la réponse de Monsieur Russier, effectivement, les associations nous déposent des dossiers avec évidemment leur bilan financier à l'intérieur. Par contre, ce n'est pas du ressort de la mairie d'aller vérifier ce qui se passe sur leur compte bancaire et au niveau comptabilité. Reste à nous de décider ou pas d'attribuer tel ou tel montant de subvention. Par contre, c'est pas notre boulot, entre guillemets. Ils ont d'autres personnes qui sont censées travailler là-dessus, mais ce n'est pas du ressort de la mairie. Oui, ça, il faut être très vigilant à ce que soient séparées les questions qui relèvent des associations, des questions municipales. Monsieur Ferrand. Ensuite, Madame Lombardo et puis Madame Vial. Oui, merci Madame la maire. Donc moi, je salue effectivement le fait qu'on accompagne les associations et qu'on continue à les accompagner correctement, comme cela ça s'est toujours fait. Moi, je rejoins M. Julien sur cette remarque de délibération, parce que pour moi, ça a déjà été voté avec le vote du budget. Donc qu'on mette en évidence les associations qui en bénéficient, tant mieux, c'est très bien. Mais j'allais dire, elle est déjà faite pour moi. Mais bon, à moins que je me trompe sur le fond. Mais bon. Eh bien, écoutez, c'est la même remarque et la même observation. On souhaitait distinguer et mettre une annexe à ce vote-là qui nous semblait important à l'heure où les communes sur les territoires sont plus en cours de diminuer les budgets des associations que de les augmenter. Voilà. Et je crois que Madame Lombardo voulait prendre la parole. Merci Madame la maire, bonsoir. Juste pour complément, aujourd'hui il y a une loi quand même qui est sortie, il y a un CERFA qui s'accompagne de ça par rapport aux associations pour déclarer effectivement leur bilan d'activité, leur bilan financier. Donc effectivement, ils nous le transmettent lors de la demande de subvention. Certaines associations l'ont refusé. Je ne sais pas pour quel titre, mais je ne les nommerai pas aujourd'hui. Je rappelle quand même qu'elles sont tenues à une assemblée générale. Donc l'assemblée générale, c'est public et en tous les cas, elles doivent transmettre aux adhérents et au conseil d'administration et au bureau leur bilan d'activité et leur bilan financier. Donc c'est ce qui est demandé aussi dans la demande de subvention et l'État pour vérifier tout ça au niveau du journal aussi officiel de la préfecture. Donc il y a un dossier CERFA qui est à remplir et obligatoire. Oui, je réitère les propos de M. Julien et de M. Ferrand puisque ça fait 3 budgets pour lesquels je vous fais la même remarque aussi, puisque à chaque fois, alors que ça ne se passait pas comme ça auparavant. Et d'autre part, comme Mme Boubella dit, les associations ne sont pas tenues de donner des bilans financiers. Mme Lombardo vient de la démentir. Donc voilà. Donc, c'est ce que j'ai compris. Voilà. Mais écoutez, je pense que c'est important d'apporter quand même des nuances parce qu'il faut être très vigilant sur la notion de contrôle. C'est pas une collectivité de contrôler. C'est ce qui est. Par contre, c'est important de distinguer ce qui relève de l'association, ce qui relève de la collectivité et la manière dont on attribue sans être effectivement dans l'ingérence. Et c'est ça qui est très important. Quand vous dites que ça ne se passait pas comme ça, ça ne se passait pas comme ça quand on votait, quand les personnes se signalaient et étaient présentes dans les associations. Donc oui, les choses évoluent. Monsieur Julien. Oui, Madame la maire, merci. Oui, effectivement, on peut, vous avez raison, il faut différencier la notion de contrôle, mais ce qui n'empêche pas le caractère obligatoire qui est le caractère de la transparence, un peu comme Madame Lombardo le disait, parce que effectivement, l'attribution d'une subvention, c'est de l'argent public, et à ce titre, les comptes doivent être connus. Voilà. Je vais juste vous redire ça, après j'y interviendrai plus, parce que en fait, je ne sais pas si on s'est
si vous avez vraiment perçu ce que je souhaitais dire. Et vous expliquez en fait que vous avez souhaité distinguer justement par rapport à cette délibération. Je l'entends, mais du coup là, on distingue a posteriori. Et là où ce que je veux vous dire, c'est qu'il fallait distinguer a priori au moment du vote. C'est ça que je souhaite vous dire. Voilà, je ne souhaite pas vous mettre dans l'embarras. Ce que je souhaite vous dire, c'est que tout comme l'intervention de M. Russier, et je le répète, les subventions, bien sûr, il faut qu'elles vivent, il faut qu'elles aient leurs subventions, les associations, pardon, il faut qu'elles aient leurs subventions. Mais il me semble que du coup, l'irrégularité, la délib, elle est déjà entachée d'irrégularité. C'est ce que je veux vous dire. Voilà, c'est tout. Alors, moi, je pense que là, il y a un vrai problème dans vos propos. Je vous ai dit l'inverse et vous revenez, vous n'entendez rien, Monsieur Julien. La parole à Madame Boubella. Oui, je voulais revenir sur la remarque de Madame Vial. Je pense que vous ne m'avez pas comprise. Ce que j'ai expliqué à Monsieur Tosi, c'est que justement, nous avions dans les demandes de subvention, vous avez aux affaires et vous savez exactement ce qu'il y a. Donc, il y a les extraits de compte qui sont obligatoires dans la demande de subvention. Cependant, le contrôle de leur compte ne se fait pas par la municipalité, mais par des instances qui y sont propres, qui y sont la préfecture. Bon, maintenant, nous allons procéder au vote. Je pense que tout le monde s'est exprimé sur cette question. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté. Merci. Donc la question suivante concerne, la délibération suivante concerne une demande de subvention pour la rénovation, et la mise en valeur de l'ancienne église Saint-Pierre, approbation du plan de financement prévisionnel. Donc il est rappelé aux membres du conseil municipal qu'un dossier de demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l'investissement local, le TSIL, 2023 a été déposé auprès de la préfecture pour la préservation, la mise en valeur de l'ancienne église Saint-Pierre. Il convient donc d'arrêter les modalités de financement de cette opération et ce projet d'aménagement permettra d'établir la programmation du phasage des travaux pour assurer la préservation, la mise en valeur future de l'édifice. Donc vu l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, vu l'avis favorable de la commission Pôle Vie Locale en date du 20 avril 2023, considérant que le projet assurera la conservation de l'édifice par des travaux d'entretien et de valorisation et permettra son ouverture au public par sa mise en valeur intérieure, considérant que les objectifs poursuivis visent à soutenir un projet de rénovation et de mise en valeur du patrimoine culturel local, considérant que le coût des travaux éligibles et des études associées estimées à 1 452 975 € hors taxes est susceptible d'être subventionné par l'État au titre de la TSIL selon le tableau de financement ci-dessous. Donc là, vous avez pour la demande de la TSIL qui concerne cette année 2023, le détail, donc qui correspond à 30% du total. Et on a indiqué dans ce tableau les potentielles subventions pour lesquelles nous avons eu des échanges avec les différentes institutions. Donc, il reste la DRAC, la région, le département. Voilà, donc pour le détail vous avez vu sur ce qui concerne les travaux de relevé 3D qui ont été faits, les sondages des Corpins. Voilà, donc on a différents éléments. Voilà, les demandes ont été faites, les délais sont un petit peu longs. Voilà, le montant total étant important, il nous appartenait de demander assez rapidement ces subventions. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver le plan de financement prévisionnel pour la préservation et la mise en valeur de l'ancienne église Saint-Pierre, tel que présenté ci-dessus, et d'approuver ce plan de financement pour la préservation et la mise en valeur de cette église. Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur Julien. Merci Madame la maire. Alors nous sur cette délibération on va s'abstenir parce qu'on n'a déjà aucune raison de voter contre. Ce qui est fait ou ce qui souhaite être fait pour le patrimoine, on le soutient complètement. Par contre, appeler ça un plan de financement, je trouve que c'est peut-être un peu prétentieux, quoi. Il y a un grand tableau. Sur votre tableau, il y a des financeurs, et puis c'est marqué à définir. Il y a une ligne qui est fléchée, la subvention qui est demandée, et puis après, il y a un montant total, et puis visiblement, la participation de la commune, c'est marqué le reste.
Donc, une fois de plus, vous nous demandez un chèque en blanc. Moi, si cette délibération, elle s'intitulait seulement de demande de subvention pour un projet, il n'y a pas de souci. Mais là, vous nous demandez de valider un prévisionnel qui est plus que flou, enfin, reconnaissez-le quand même, qui est quand même très flou. Et nous, on n'a pas pour habitude de faire du chèque en blanc, quoi. Ça, c'est évident. Alors, peut-être que vous avez plus de précision, je ne sais pas, mais ça reste quand même très flou et plutôt léger, quoi. Bien que l'intention d'intervention sur le patrimoine soit louable et que nous souhaitons la soutenir, bien entendu. Voilà, en l'absence d'autres éléments, on s'abstiendra parce qu'on ne veut pas voter contre, mais on ne peut pas voter pour, quoi. Voilà. Alors, je vais vous répondre pourquoi il n'y a pas de détails aujourd'hui. Parce que la participation, elle dépend des uns par rapport aux autres. C'est assez complexe. En fait, ce dossier, il est travaillé à plusieurs institutions différentes. Ce n'est pas un dossier classique comme une demande de subvention où on va solliciter tel organisme, tel autre. En fait, là, la demande, elle est, par exemple, si on a une attribution d'un montant X pour le premier qui démarre sur un montant demandé, par exemple, de 1 million, et qu'on a un pourcentage Y, en fait, entre guillemets, viendra compenser les autres, la DRAC, la région, le département. Comme je l'ai déjà annoncé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, suite à nos différentes rencontres avec les financeurs, on sait déjà le pourcentage d'investissement qui a été mis. Sauf que là, aujourd'hui, on ne peut pas indiquer le détail, et vous l'avez très bien dit, Monsieur Julien, ça reste un plan de financement prévisionnel. Aujourd'hui, pour engager les travaux sur 2023, il nous importait de lancer cette demande de manière à, après, déclencher l'ensemble des financeurs derrière, parce que le plan de financement, on vous a présenté la PCP au dernier conseil, le détail des évolutions sur le paiement sur plusieurs années, l'échelonnement des travaux indiqués et les coûts, vous les avez, on vous les a présentés le mois dernier. Donc vous avez tous les éléments pour comprendre pourquoi en 2023, il faut lancer au moins cette démarche-là qui s'inscrit dans le cadre de cette APCP qui vous a été présentée le mois dernier. Monsieur Ferrand. Oui, Madame la maire, donc je ne vais pas redévelopper ce que Monsieur Julien vient de dire, mais le fond reste le même. Je veux dire, voilà, vous nous demandez de voter une participation de communes à hauteur de 1 million. Parce qu'en fait, imaginons que demain la région, le département se retire, on a voté une délibération qui n'a pas de subvention potentielle. Alors, même si globalement, je suis d'accord avec vous, je pense que nous l'aurons, mais potentiellement, sur la subvention, nous aurions pu avoir au moins un montant à minima qui aurait pu dire, le reste à charge à la commune est estimé à hauteur de temps, je ne sais pas, quelque chose qui nous dise que finalement, au bout du compte, la participation communale, elle va être à une hauteur qui est tout à fait raisonnable et pour laquelle on va avoir des travaux. Ce pourquoi d'ailleurs je me réjouis, parce que je suis tout à fait d'accord et favorable au fait qu'on puisse enfin travailler quelque chose sur la vieille église. Merci. Alors, on vous avait donné les pourcentages, sauf qu'aujourd'hui, vous savez très bien que les pourcentages, le travail qui a été fait, il date d'1 an. Donc, ce travail-là détaillé, il représente un montant il y a 1 an. Donc, oui, on a un plan prévisionnel qui a été établi de manière partagée avec la DRAC, le département et la région. Donc, ils sont tous au courant c'est ce qui nous a permis de construire cette APCP, et que le pourcentage, vous savez bien que si le département décide de dire on alloue X%, chaque année, la demande doit s'effectuer. Donc aujourd'hui, pour faire réaliser ces travaux, il nous importait de lancer au moins cette demande de financement qui enclenchait l'année 2023. Voilà. Après, il vous appartient, si vous ne voulez pas la voter, écoutez, ça vous appartient. En tout cas, la PCP a été suffisamment détaillée, et les engagements, je vous ai expliqué la démarche. Il faut que les premiers s'engagent et que le reste viendra en compensation des pourcentages qui ne seront pas effectivement pourvus. Monsieur Julien. Merci Madame la maire. Écoutez, moi je suis un petit peu gêné parce que vous semblez justifier le caractère prévisionnel de ce que vous nous présentez pour justifier des cases vides. Un prévisionnel, ce n'est pas des cases vides. Vous ne convaincrez personne, je vous le dis. Donc, ce n'est certainement pas des cases vides. Voilà. Alors, il y a quand même un peu un paradoxe parce que dans le précédent mandat, il y avait un projet qui s'appelait la piscine, où effectivement les subventions étaient fléchées et
Et justement, ça vous a permis de dire que le projet n'était pas assez abouti alors que toutes les subventions étaient fléchées. Et là, vous nous présentez une feuille vide, quoi, une feuille blanche, quoi, et ça vous convient. Donc, j'admire, Madame la maire, j'admire votre géométrie variable. Elle est formidable et vraiment, elle va vraiment mener Moirans à la victoire. C'est sûr. Alors, d'abord, vous faites des parallèles. Excusez-moi, mais déjà, vous êtes dans le mensonge, Monsieur Julien. Vous savez très bien qu'il y a une subvention qui n'avait pas été fléchée. On l'a dit suffisamment. C'est écrit noir sur blanc et le préfet en a informé. Donc, arrêtez les mensonges, Monsieur Julien. Personne n'y croit. Personne n'y croit de votre part. Donc aujourd'hui, ce qui nous importait, c'est de démarrer les travaux. Et pour démarrer ces travaux, il faut annoncer. On ne vous annonce pas l'intégralité du détail. On vous annonce la nécessité d'enclencher des travaux pour pouvoir bénéficier des financements. Sinon, les travaux sont décalés. Aujourd'hui, vous savez comment ça prend beaucoup de temps. On vous propose pas un plan de financement total. On vous a jamais dit que ce tableau, c'était un plan de financement total. Sauf que nous avons souhaité y mettre tous les financeurs qui se sont déjà manifestés pour que vous ayez une idée de la participation de chacun de ces acteurs. Vous n'avez pas les montants, mais sachez qu'ils se sont manifestés sur ce projet-là. Donc, nous avons voulu mettre ces financeurs, pas de montant tant que ça n'est pas fléché. Et pour le coup, nous sommes très rigoureux sur cette question. Là, les montants demandés sont ceux qui sont demandés. Voilà, on saura après combien aura été fléché. Sauf qu'aujourd'hui, pour apporter à votre connaissance l'ensemble des financeurs qui se sont manifestés, vous les avez là dans ce tableau. Voilà. Monsieur Pellat. Oui, je vous remercie, Madame la maire. Effectivement, alors, du coup, vous avez... votre intervention a repris une partie de ce que j'allais dire. Le mois dernier, on vous a expliqué que dans le cadre des APCP, et vous pouvez sourire, mais je vous l'ai dit, ça a été dit, on vous l'a répété, on ne fait figurer dans les documents que les subventions qui sont notifiées. Les subventions notifiées, c'est-à-dire ce sont celles qui sont non seulement annoncées, mais celles qui sont confirmées par un courrier écrit. Ce qui, dans le cadre de la piscine, et vous pouvez nous traiter de menteurs si vous voulez, mais la cruauté de la réalité est là. Il y avait une subvention qui était annoncée, qui n'a jamais été notifiée. Vous pouvez en penser ce que vous en voulez. La réalité, la cruauté de la réalité, elle est là. Vous pouvez bien dire ce que vous voulez. C'est une réalité. Alors, sauf à ce qu'on produise des faux ou qu'on fasse écrire des faux par des autres collectivités qui sont nos subventionneurs, ne racontez pas des erreurs. N'induisez pas les gens en erreur. C'est tout. Donc, notre parti pris, il est différent de celui qui était le vôtre. Vous vous annonciez des subventions, vous vous contentiez de lettres d'accord. Nous, quand on a des subventions, on vous met les montants notifiés. Tant qu'ils ne sont pas notifiés, on vous indique qu'on a eu des contacts, qu'on a des gens qui sont intéressés. C'est ce qu'on vous met quand on vous met que c'est à définir. Mais on ne va pas annoncer des chiffres qui ne nous ont pas été notifiés de manière officielle. Ce serait mentir aux gens, ce serait mentir au conseil municipal que de faire ça. Voilà. Alors, vous aviez une autre pratique, tant mieux pour vous. Nous, on a une pratique qui consiste à mettre ce qui est la réalité et on vous présente la réalité des choses. Tant qu'on n'a pas une annonce notifiée, on ne va pas vous annoncer des montants. Ça serait vous induire en erreur et ça serait induire des Moiranais en erreur. Merci, Monsieur Pellat. Madame Vial. Oui, alors tout d'abord, moi je ne sais pas, mais j'ai lu le Dauphiné, il y a eu un démenti dans le Dauphiné par rapport à cette subvention qui n'était pas notifiée. Ensuite, alors, Madame Vial, voilà, permettez-moi, je vous coupe. Permettez-moi, arrêtez de mettre le Dauphiné dans quelque chose qu'il faut, Madame Vial, il faut apprendre à lire. Il faut apprendre à lire, Madame Vial. Ah non, mais attendez, s'il vous plaît, vous n'allez pas m'apprendre à lire ou à écrire. Par contre, moi, quand je vois ce document, la logique aurait voulu, puisque c'est législatif, on ne part pas sur des on-dit, on ne part pas si on a rencontré les financeurs, on ne part pas sur si. Une délibération, c'est juridique. Donc, on demande une demande de subvention, mais sans montant, avec un montant approximatif, mais sans montant. Là, le reste, participation du demandeur, le reste à la commune. C'est quoi le reste? C'est un chèque en blanc. Bon, Madame Boubella et Monsieur Papayone. Madame Vial, vous êtes en train de prétendre que nous faisons un chèque en blanc alors que vous venez de dire à l'instant que lorsqu'on fait une demande de subvention, on ne met aucun montant. Il y a quelque chose qui m'échappe. Ah ben, vous dites exactement le contraire de... Enfin, il y a quelque chose qui...
tout est son contraire, il y a quelque chose qui ne va pas. Il va falloir m'expliquer. Merci Madame la maire. Non, pour un peu réexpliquer, je dirais dédramatiser, on sait aujourd'hui que le coût estimé des travaux pour pouvoir maintenir l'église en état, il est estimé à 1 452 975. C'est des estimations, il y a eu des études qui ont été faites, on est bien d'accord là-dessus. Voilà. Sauf que maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend la liberté de se dire on ne fait pas ces travaux et on laisse tomber l'église? Ou alors on prend la décision de ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire qu'on va faire une demande de subvention. On sait qu'actuellement, on a la DSIL qui va nous donner 30%. Madame la maire a expliqué que les autres subventions vont découler. Donc on pourra avoir une très bonne surprise, mais on n'est pas à l'abri que le département ou la région ne disent bah non, on ne donnera rien. Mais il faudra quand même faire les travaux à un moment donné. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête et qu'on demande des subventions? Et si on n'a pas de subvention, on ne fait pas les travaux? C'est ça ce que vous nous dites? Ah bah alors à ce moment-là, on dit ben, tant qu'on n'a pas suffisamment de subventions pour faire cette église, on la laisse en l'état. Et le moindre souci, s'il y a un arrêté en péril, on sera obligé de la faire démolir aux frais de la commune. C'est ce que vous voulez. Nous, ce qu'on essaye de voir, c'est à longue échéance, madame. On essaye de prévoir ce que va coûter justement l'entretien de cette église. Donc on essaye de voir un peu plus loin. Certes, on aura des subventions, peut-être pas tout ce qu'on attend, mais il n'y a pas d'autre solution que de planifier pour nous, de dire, ben voilà, il y aura quand même 1 452 000 de travaux si on veut garder cette église. Que vous le vouliez ou non. Après, libre à vous de choisir de ne pas voter. C'est votre propre droit. Mais sachez que nous, on le fait dans ce sens-là. C'est pour dire, qu'est-ce qu'on va faire de cette église? Eh ben, on a commencé à faire des études dessus, à réfléchir. Il y a tout un travail qui est fait avec les gens de Moirans pour essayer de retrouver tout l'historique de cette église. Donc essayer de transformer ce bâtiment pour garder quelque chose de patrimonial et trouver des solutions pour le financer. Voilà. Moi, ce que je rappelle, c'est qu'on a rarement vu un tableau comme ça. Il est peut-être vide dans certaines cases, mais listé à gauche, le nombre de subventionneurs potentiels qui ont été identifiés. On n'a jamais vu ça dans les mandats antérieurs. Sachez-le. Julien. Une dernière petite question. Du coup, là, comment on positionne la démocratie participative que vous avez souhaitée pour ce projet? Je me rappelle avoir participé à une réunion sur le devenir de la vieille église. Quand on était arrivé à cette réunion, eh bien, on a déjà entendu une affirmation qui disait déjà il y a des fouilles pendant 2 ans, donc du coup on aurait peut-être pu la faire 2 ans après la réunion parce que les fouilles continuent et après qu'est-ce qu'on fait? Mais du coup là il n'y a pas eu d'aspect participatif là. Alors, je pense que vous vous trompez, Monsieur Julien. Donc, aujourd'hui, si vous avez regardé le budget, on a financé des interventions autour de la mémoire de la vieille église. Qu'aujourd'hui, on va demander plus largement les montants, mais il y aura donc un certain nombre de réalisations, on les a indiquées dans notre budget, qui vont pouvoir être faites même avec les fouilles. On a reçu cette semaine la validation, la confirmation de ces fouilles avec les mois indiqués. Voilà, on sait quand ça va commencer, on sait quand ça va s'arrêter, et on sait qu'on peut réaliser en même temps un certain nombre de choses. Voilà, donc oui, on va continuer. Là, on a travaillé, on a rencontré, les services ont rencontré des personnes qui travaillent autour de cette question de la citoyenneté et de la mémoire. On a rencontré qu'on appelle ça des prestataires, qui nous semblent tout à fait intéressants et qui travaillent sur cette mémoire parce qu'il nous importe de la recueillir. Monsieur Pelin. Oui, et pour compléter, il y a eu l'an dernier déjà un premier temps de travail avec des Moiranais volontaires sur cette question, puisqu'il y a un groupe qui s'est réuni, qui a participé à un premier temps d'échange, où effectivement la question de la mémoire est ressortie de manière prégnante avant d'envisager le devenir de ce que pourrait être ce bâtiment une fois les fouilles achevées. Et dans le cadre du budget de cette année, il y a également des sommes qui ont été inscrites de manière à pouvoir poursuivre ce travail avec ces Moiranais qui étaient intéressés, ces Moiranais qui étaient volontaires. Donc la démocratie participative, elle est bien active sur ce dossier-là comme sur d'autres. Et petit complément, il y a 2 voyages qui sont prévus cette année pour aller visiter des églises.
Oui. Madame Vial. Eh bien, en fait, moi, je constate qu'une fois de plus, si le travail était fait en commission et si nous avions des informations, on ne ferait pas de débat ici. Voilà. Madame Vial, je vous ai dit, on vient de recevoir cette semaine les dates des fouilles. Je veux dire, les informations, elles sont peut-être juste arrivées dans les services. Donc, les éléments arrivent. Comme je vous ai dit, on a rencontré des prestataires, les services les ont rencontrés. Tant que les choses ne sont pas un petit peu formalisées, ça arrivera dans la commission quand ce sera formalisé. Voilà. Mais il nous a importait d'avoir les éléments. Madame Boubella. Oui, Madame Vial, je vous rassure, je pense que ce sera des éléments qui seront présentés sur la commission vie locale, la prochaine commission vie locale. Encore faut-il que les membres de votre groupe soient présents. Bon, on va passer maintenant au vote. Bon, monsieur, allez-y, puisque vous n'êtes pas exprimé. Juste une question. Pour la piscine, on avait fait des travaux et les montants se sont révélés énormément plus importants. J'entends, parce que moi, je n'étais pas à une réunion, pas à une commission, pas à quoi que ce soit. Donc, je voudrais savoir la somme de 1 452 975 € hors taxe. Elle est ferme à quelle date? Parce que s'il y a 2 ans de fouille, les 1 452 000 risquent d'augmenter et les subventions seront demandées par rapport à cette somme-là de 1 452 000. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que tout ne pourra pas se réaliser et que les délais, par exemple, comme on vous a présenté dans les APCP qui s'étalent sur plusieurs années, nécessiteront très probablement des revalorisations en fonction des réalités. Je veux dire, ce qu'on a aujourd'hui suite à un premier retour et une estimation des chiffrages des travaux et leur échelonnement, on a priorisé ce qui relevait de la sécurité et de la conservation, mais bien évidemment, les montants vont évoluer. Après, vous savez que c'est pareil pour tout, hein, pour tous les projets d'investissement aujourd'hui. Donc, ce sont des réalités qu'on vit au quotidien. Voilà. Par contre, c'est ce qui a été évalué avec un prestataire spécialisé sur le patrimoine. Monsieur Julien. Oui, non, c'est pour rappeler à Madame Boubella que elle ne loupe pas un conseil municipal pour ses petits pics sur les présences en commission. Moi, je vais l'inviter à échanger peut-être avec Monsieur Bernard, parce que j'ai rencontré Monsieur Bernard pour des projets associatifs sur la commune, et j'en ai aussi profité pour m'excuser pour la dernière commission à laquelle je ne pouvais pas être présent parce que j'étais en déplacement professionnel. Et je rajouterais que les 4 commissions qui ont précédé celle qui s'est passée il n'y a pas longtemps ont été annulées. Voilà. Alors je vous entends dire, Monsieur Julien, vous mentez. J'ai les mails et je les publierai. J'ai vos mails et je les publierai au mois Rennais. Voilà. Tu veux répondre? Vas-y. Non, c'est archi faux. Hein, je veux dire, c'est archi faux. On vous publiera la liste précise de toutes les commissions et des participants. Je pense que là, pour le coup, Monsieur Julien, ce n'est pas la bonne question que vous avez posée. Et puis, vous n'êtes pas le seul. Donc, en tout cas, on a déjà remercié Monsieur Bessot pour sa présence. Lui, il vient régulièrement. On va maintenant procéder au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Ce n'est pas pour vous opposer à Monsieur Bessot. C'est pour saluer votre présence. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté. Alors, la délibération suivante concerne une attribution d'une subvention exceptionnelle à une association qui s'appelle le Souvenir Français. Dans le cadre de son action autour de la mémoire, le Souvenir Français, association nationale fondée en 1887 et déclarée d'utilité publique en 1906, a pour vocation de conserver la mémoire de celles et ceux qui sont morts pour la France au cours de son histoire, notamment en entretenant leurs tombes, ainsi que les monuments élevés à leur gloire, tant en France qu'à l'étranger. Animer la vie commémorative en participant en organisant des cérémonies patriotiques nationales et des manifestations locales qui rassemblent les différentes générations autour de leur histoire. Transmettre le flambeau du souvenir aux générations successives en les sensibilisant par la connaissance de l'histoire à l'amour de la patrie, au sens du devoir.
Le Souvenir français, dans le cadre des commémorations du 11 novembre 2023, sollicite la commune pour une participation aux frais d'entretien des monuments commémoratifs de la commune, un accompagnement pour organiser une manifestation patriotique avec la réception de la flamme du soldat inconnu. Vu le Code général des collectivités territoriales, considérant la demande de subvention exceptionnelle de l'association Le Souvenir français, considérant que le devis présenté pour l'entretien des monuments commémoratifs de la commune se montant à 3 120 €, il est proposé au conseil municipal d'accorder au Souvenir français une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 560 €, ainsi que d'adhérer à l'association en tant que membre bienfaiteur à hauteur de 50 €. Donc voilà, le conseil municipal doit délibérer pour attribuer une subvention exceptionnelle de 1 560 € à l'association Le Souvenir français et statuer favorablement sur le principe de l'adhésion de la ville de Moirans à l'association Le Souvenir français en qualité de membre bienfaiteur pour un montant de 50 €. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Monsieur Ferrand. Merci. Donc, effectivement, nous sommes favorables, bien entendu, à ce genre de démarche. La question qui m'a interpellé, c'était la notion de membre fondateur. Est-ce que c'est une notion récurrente ou est-ce que c'est juste pour cette année? C'est membre bienfaiteur. Ça répond à votre question? Fondateur? Non, pardon, c'était bienfaiteur, je voulais dire. Ah. Mais est-ce que c'est une participation récurrente, donc qui reviendra chaque année, ou est-ce que c'est juste une participation exceptionnelle, en fait? C'est au Conseil d'en décider. Là, cette année, on a une action particulière sur cette... je pense qu'on est appelé à travailler avec le Souvenir français dans la durée, puisqu'il va y avoir un travail non seulement pour le 11 novembre, puisque la flamme du soldat inconnu vient à Moirans, et également, il y a un très beau programme qui est en train de se mettre en place avec le préfet, avec la préfecture, avec la gendarmerie, les pompiers, toutes les associations patriotiques, les écoles, les collèges, et également, j'ai oublié quelqu'un, le musée de Montferrat, en hommage à l'aviateur de Montferrat. Donc il y a une réflexion qui démarre. Et effectivement, là, ça commence à prendre un peu forme. On pourra vous apporter des éléments dès que ce sera un peu plus avancé dans la réflexion. Voilà. Mais sachez qu'on a réuni quand même une trentaine de personnes et d'organismes différents pour travailler sur cette question qui, je pense, va nous occuper un certain temps et puis va donner aussi une image. Et puis, on souhaite également travailler avec les communes environnantes sur cette question-là qui, pour nous, n'est pas qu'une question moiranaise. C'est une question de rapport à l'histoire et surtout de transmission entre les générations, d'où il nous importe de faire participer les enfants, les collégiens. Et donc, il y a une réflexion en cours autour des chantiers jeunes, mais ça vous sera présenté dès que ça sera formalisé, j'imagine. Voilà. Monsieur Julien. Oui, non, c'est pour détendre un peu l'atmosphère, mais en rapport quand même avec la première délibération. Du coup, là, nous sommes, le conseil municipal, enfin la mairie adhère, on est donc tous adhérents. Et donc là, on prend une décision d'attribuer... en fait, on ne devrait pas pouvoir voter, quoi. Enfin, dans la logique de la première délibération. Voilà, c'est tout. Alors déjà, je vous rassure tout de suite, Monsieur Julien n'est pas du tout dans la même situation, puisque là, si vous avez lu ce qui est écrit, attribue une subvention exceptionnelle. On n'est pas dans la même modalité de fonctionnement. C'est en lien avec une action spécifique. Madame Vial. Oui, tout à fait favorable, puisque transmettre toutes les actions patriotiques de notre pays, c'est important. Mais par contre, par rapport à votre déroulé, vous nous dites qu'il va y avoir un gros travail qui va être fait avec les autres communes. Donc je suppose qu'il y aura des subventions du pays voironnais, puisque vous m'avez parlé du musée de Montferrat, voilà. Donc c'est pas que Moirans qui va supporter tout ce travail, enfin j'imagine. Aujourd'hui, bien évidemment que nous, on ne va pas payer la gendarmerie pour intervenir, on ne va pas payer peut-être les chasseurs alpins, etc., ou les parachutistes. Chacun contribuera dans son domaine et dans ce qui le concerne, bien évidemment. Et là, aujourd'hui, pour nous, c'est plutôt une aide du Souvenir français à venir aussi
remettre en état nos monuments. Donc c'est plutôt du gain pour la commune, Madame Vial. S'il n'y a pas d'autres questions, on va procéder au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Adopté, merci. La parole est à Madame Nardin sur les tarifs de l'école de musique. Merci Madame la maire. Il est rappelé qu'il convient d'adopter les nouveaux tarifs de l'école de musique pour l'année scolaire 2023-2024 présentés en annexe. Il est proposé au conseil municipal de majorer la partie fixe due à l'inscription qui passerait de 67 à 70 €, modifiant également au même tarif la ligne orchestre et ou atelier. La grille tarifaire pour les mois-années calculée d'après leur quotient familial serait également en augmentation, ainsi que celle appliquée aux élèves extérieurs à Moiran, Pays Voironnais et hors Pays Voironnais. Seuls les tarifs de location d'instruments ne changent pas. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2121-29, puis l'avis favorable de la commission vie locale en date du 20 avril 2023, considérant qu'il convient de faire évoluer une partie des tarifs de l'école de musique, il est proposé au conseil municipal d'approuver les tarifs pour l'année 2023-2024 et après en avoir délibéré, d'approuver les nouveaux tarifs de l'école de musique pour l'année scolaire 2023-2024 tels que proposés en annexe. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Ferrand. Oui, alors bien sûr, à l'école de musique, pas de souci pour voter ce genre de délibération. Par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'on n'a pas le pourcentage qui est appliqué sur la grille tarifaire. Vous devez Alors, je vais vous les donner. Oui, mais il n'est pas indiqué dans la délibération. Oui, c'est vrai, mais je vais vous les donner. Donc, du coup, l'histoire de la partie fixe de 67 à 70 €, ça fait 4,3%. Une hausse pour les mois-années qui correspond à 70% des inscrits entre 0,7 et 1,6 suivant le quotient familial. Hausse pour les habitants du Pays Voironnais qui représentent 24% des inscrits entre 1,9 et 2,4. Et hausse pour les habitants hors Pays Voironnais qui représentent 6% des inscrits entre 0,6 et 1,4%. Monsieur Ferrand. J'ai bien compris qu'il y avait une augmentation de 67 à 70. Là, vous m'annoncez des hausses pour les tarifs, mais quel pourcentage? 4,3, c'est 67 à 70. C'est vrai pareil pour les autres aussi? Pour le reste de la grille? Les 67 à 70, c'est les frais d'inscription. Donc là, c'est pas suivant la grille, on est bien d'accord. Ça ne bougera pas. Et ça, c'est la partie fixe. Donc c'est pareil pour tout le monde. Après, l'histoire des entre 0,7 et 1,6, ça sera... il me semble que c'est 0,7 pour les premiers et après, ouais, je ne pourrais pas vous dire exactement sur quel. Ça va de 0,7 à 1,6 en fonction des quotients familiaux. Ah oui, d'accord, c'est pas un pourcentage fixe, c'est un pourcentage variable. Oui. Bah, vous auriez pu l'indiquer, quoi. Bah, bon, voilà. Oh, je suis d'accord avec vous. Après, c'est pas moi qui écris la délib, mais oui, la prochaine fois, j'y penserai. Vous avez dit quoi, Madame Vial? Bon, on ne va pas rentrer dans plus de détails. Excusez-moi, Madame Vial. Hein. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Bon, vous avez eu l'information, voilà, donc une toute petite évolution. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va procéder au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté, merci. Alors, la délibération suivante concerne les modifications de règlement intérieur des équipements sportifs et des salles communales de Moiran. Merci, Madame la maire. Donc, vu l'avis favorable de la commission vie locale en date du 20 avril 2023, dans le cadre de la gestion du domaine communal, les équipements sportifs et salles communales peuvent être mis à disposition des différents utilisateurs qui en font la demande pour l'exercice d'activités récréatives, éducatives, culturelles, sportives et plus généralement de loisirs, ainsi que pour la tenue de réunions et de conférences. L'utilisation prioritaire est d'abord envisagée pour les besoins des services communaux ou les activités municipales d'intérêt général. Les modalités d'utilisation de ces équipements communaux doivent être définies afin que les mises à disposition à ces catégories d'usagers se déroulent dans des conditions optimales.
il convient de mettre à jour les règlements intérieurs de tous les équipements sportifs et salles communales. Les modifications apportées sont grisées dans les règlements présentés en annexe pour les équipements suivants. Alors là, il y a quelques petites erreurs, je vais les corriger en même temps que je vais les citer. Donc la salle Louis Barrand, c'est bon. Après, donc, il y a la salle de gym Ballonbrade, qui a été oubliée dans la liste. Le complexe sportif des Béthanies et l'espace René Crétin. Le boulodrome, auquel il faut rajouter la salle Vernet. La salle Edelweiss, l'espace Jail, la salle Émile Fontanet, le gymnase Le Vergeron, c'est bon, l'espace Miro, le stade de la Perrelle et la salle Paul Cuillet, les tennis municipaux, et enfin c'est plutôt l'espace Lionel Terré que le stade Lionel Terré. C'est l'espace Lionel Terré, voilà. Donc il est proposé au conseil municipal de modifier les règlements tels que présentés à compter du 1er juillet 2023. Oui. Non, ce que je voulais dire, c'est donc il y a des documents en annexe, hein, il y a une centaine de pages, donc je pense que vous les avez consultés. Maintenant, vous pouvez avoir des questions, effectivement. Sinon, je peux définir grossièrement les grosses modifications qui ont été apportées. Voilà. Oui, monsieur Julien. Merci, monsieur Russier. Du coup, pour cette délibération, au moins deux questions. La première, et c'est aussi en rapport avec votre intervention sur les associations, est-ce que, du coup, les associations, elles ont été associées à ces règlements ou elles risquent de les découvrir, enfin, à l'élaboration de ces règlements, ou elles risquent de les découvrir et de se réveiller un petit peu pas très contentes pour peut-être certains changements majeurs. Donc, une fois de plus, on n'est pas contre le fait qu'il faille faire évoluer les choses, mais est-ce que ça s'est fait dans la concertation et je vous dis clairement pour ne pas que les associations, après, elles soient mécontentes et puis qu'elles pointent du doigt les élus pour dire qu'on a fait ce qu'on voulait sans les consulter. Donc, première question, est-ce que les associations ont été consultées? Et deuxième question, il y a un élément qui me gêne, c'est sur le règlement de la salle Louis Barrand. Donc, cette salle, elle est vouée à être mise à disposition. Alors, vous déterminez un ordre. Bon, c'est pas dans l'ordre qui me gêne en fait. C'est surtout le fait que vous avez donc laissé les associations moranaises ou extérieures qui sont avec une association moranaise. Vous avez rayé les particuliers moranais. Vous avez laissé les entreprises et vous avez rajouté les autres demandes seront étudiées au cas par cas. Moi, ça me gêne parce que du coup, de fait, la demande des particuliers passe dans la dernière demande, dans la dernière catégorie, c'est-à-dire la demande au cas par cas. Et là, ça ouvre la porte au clientélisme. Et ça, je trouve que c'est pas très bien. Je pense qu'il y aurait, si vous avez fait ça, c'est que vous avez certainement des objectifs à atteindre, mais pour qu'il n'y ait peut-être pas de débordement ou autre, ça, je ne le discute pas. Mais je pense qu'il aurait mieux valu travailler sur le fait de laisser la ligne particulier et peut-être y mettre des clauses pour des éléments que vous ne souhaitez pas voir intervenir ou autre. Parce que là, du coup, autant si vous laissez la clause particulier, vous pouvez opposer un règlement, vous pouvez opposer des règles, que là, vous ne laissez pas les particuliers, vous les mettez dans toute autre demande, et là, vous n'opposez pas de règles, vous opposez votre veto. Voilà. Et ça, moi, ça me gêne. Alors, ce que je peux vous répondre déjà, c'est qu'il n'y a pas de modification majeure qui remettent en cause l'utilisation d'une salle ou d'un équipement par une association. D'autre part, je sais que les services ont fait le nécessaire auprès de certaines associations pour avoir leur accord sur ces points-là. Voilà. Voilà ce que je peux répondre à votre première question. Moi, je porterai une petite précision. Il n'y a pas de veto. La question, c'est de prioriser les moiranais et de préciser un peu l'usage. Après, vous savez, aujourd'hui, cette salle, et c'est la réalité, on n'a qu'une salle des fêtes en centre-ville, elle est très contrainte au niveau des horaires de fermeture. Ça ne peut pas être une salle qu'on prête tout le temps.
parce qu'aujourd'hui, elle est très utilisée par les associations. Donc c'est vrai qu'en regard de l'usage de cette salle, c'est le constat qui a été fait aujourd'hui, que si on si on regarde un petit peu l'utilisation de cette salle, on s'aperçoit qu'elle est prioritairement utilisée pour les assos, les écoles, etc. Et quand on a terminé en gros de caler ces points-là, il nous reste peu de temps d'utilisation. Donc oui, clairement, aujourd'hui, on a beaucoup d'associations qui sont très dynamiques et ça, on ne peut que le saluer, mais que c'est vrai que du coup, en regard, on a une très bonne utilisation de cette salle, voire même effectivement une surutilisation de cette salle. Donc il nous fallait prioriser, ça nous semblait important que l'usage soit fait pour un usage partagé de cette salle en priorité et que après les usages individuels arrivent ensuite, mais ils ne sont pas exclus. Monsieur Tosi ? Oui, j'ai une partie de ma réponse à la question que j'allais poser, c'était la raison profonde de cette limitation et par contre, ces suppressions aux particuliers. Hein, si, c'est écrit. C'est supprimé les particuliers moiranais pour des réunions à caractère familial, amical, excepté les mariages. C'est rayé. C'est rayé, mais ça intervient dans autres. C'est pas exclu, c'est ce que je vous ai dit. C'est qu'on a séparé les intérêts collectifs des intérêts individuels. Je termine, donc j'ai un petit peu compris ça. J'ai une question qui me vient à l'esprit aussi, c'est la Goutte de Sang, qui n'est pas une association moiranaise, qui vient fréquemment dans la salle pour faire le don du sang. Et oui, c'est une association, mais elle n'est pas moiranaise. Donc, est-ce qu'elle aura le droit de citer dans ça? Et ensuite, il aurait peut-être été intéressant de dire simplement les particuliers seront examinés d'une manière ou d'une autre, mais sans les exclure. Alors, ils ne seront pas prioritaires. C'est toujours très délicat de mettre de la négation parce que peut-être qu'il y a des personnes qu'on pourra intégrer aujourd'hui. Ça veut dire qu'effectivement, quand on aura comblé les questions collectives, eh bien, effectivement, on sait aujourd'hui qu'il reste très peu de propositions, donc ce n'est pas la peine de noter « vous pouvez être accueilli » si derrière on vous dit non systématiquement. Donc aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas, on le fera au cas par cas. Mais sachez qu'aujourd'hui, c'est plutôt une bataille pour déjà toutes les associations pour pouvoir effectivement disposer de ce lieu. Voilà, donc c'est important de le savoir. C'est pour ça qu'on l'a mis dans autres demandes. Dès qu'il y aura des possibilités, évidemment qu'on ne fermera pas l'utilisation de cette salle. Après, dans chaque utilisation de salle, bien sûr, il faut le corréler avec nos capacités au niveau humain, hein, au niveau des agents, au niveau du matériel, au niveau tout de l'entretien. Donc ça, c'est aussi, aujourd'hui, on a une croissance de l'utilisation de cette salle et c'était très important de pouvoir repenser cette utilisation en regard de la réalité de ce qu'on vit aujourd'hui depuis la fin du Covid, où vraiment il y a des volontés de créer une dynamique sur le territoire. Oui, moi je suis gêné par le fait qu'on retire les particuliers moiranais, mais bon, encore une fois, c'est un point de vue. Et si on avait mis les autres demandes, dont les particuliers moiranais, à la limite ça m'aurait satisfait, parce qu'en fait on a l'impression de supprimer l'accès aux particuliers moiranais, voilà. C'est pas un souci pour le rajouter, enfin je pense, qu'est-ce que tu en penses, Alain? Oui. C'est pas un problème. Oui. En fait, pour moi, c'était toutes les autres demandes individuelles. C'était plus ciblé dans ce sens-là. Le problème aujourd'hui, c'est une salle collective qui fait travailler du personnel municipal et c'est vrai qu'il ne fallait pas qu'on priorise les individuels, ce n'était pas possible. Dont les particuliers moiranais, moi ça ne me pose pas de problème de le rajouter. Bon, est-ce que vous êtes d'accord pour le rajouter? Est-ce qu'il y a des objections pour le rajouter? Voilà, mais je vais le prendre, mais bon, on ne peut pas traiter tous les points en même temps. Donc on les rajoute, si vous voulez. Oui, monsieur Julien. Oui, du coup, j'ai quand même du mal à comprendre la logique, puisque
vous souhaitez, et c'est le sens de la délib, et en plus je partage ta vie, vous souhaitez d'abord mettre des priorités aux associations, et c'est pour ça que finalement les particuliers se sont vus disparaître. Mais c'est finalement tout le sens du règlement. Si vous mettez des priorités, mettez-les en dernier. Et puis de fait, ils feront de l'ombre à personne, puisque tout ce que vous souhaitez qui passe avant pourra passer avant. Donc ça, c'est un premier point d'incompréhension. Ensuite, je suis un peu, comment dire, je suis pas vraiment satisfait de la réponse de M. Russier, parce que quand je questionne sur le fait que est-ce que les associations elles ont été consultées, vous m'avez répondu oui, les services ont demandé un peu. Enfin, honnêtement, du coup, je trouve que c'est pas super abouti. Et du coup, on n'est pas à l'abri. Le conseil municipal n'est pas à l'abri de prendre des retours de manivelle sur peut-être des décisions qui, dans ces règlements, qui auraient une influence ou un impact particulier sur le fonctionnement associatif ou le fonctionnement sportif. Voilà. Donc je suis pas convaincu en fait. Voilà. Alors, je pense que c'est important, si vous avez un doute, c'est important de nous dire à quel moment, par contre, vous avez peut-être une interrogation par rapport à un positionnement d'une association. Justement, moi, je ne représente pas on va dire le cœur technique associatif. Si vous voulez que je vous parle d'une association que je connais, qui est l'Amicale des Pompiers, je peux vous dire que votre règlement, par exemple, de la salle Louis Barrand, il ne me pose pas de problème, parce que je connais le fonctionnement de l'association. Maintenant, si vous voulez que je me prononce sur le règlement de la salle de gym, je ne peux pas le faire. Je ne connais pas le fonctionnement de la gym. C'est tout le sens de ma question. Est-ce que ces associations ont été consultées ? Et bon, la réponse, elle semble plutôt timide, quoi. Enfin, alors, à part ce point qu'on vous a indiqué sur la salle Louis Barrand, si vous avez lu le contenu des règlements, regardez ce qui a été modifié et vous verrez qu'on est vraiment à la marge. Je donne la parole à Djemila Boubela et ça ne re-questionne pas le fonctionnement des associations. C'est preuve que là, vous n'avez pas de points à nous proposer. Madame Boubela. Pour répondre à votre intervention, Monsieur Julien, effectivement, c'est très important, je vous rejoins, d'échanger avec les associations et de travailler en bonne intelligence pour avoir des relations qui se passent au mieux. Effectivement, pour compléter ce que disait mon collègue, les associations qui utilisent certains équipements pour lesquels il était susceptible d'avoir des changements majeurs. Je vais vous donner par exemple le complexe de sport, là où on a rajouté un élément à la marge concernant la vapote. C'est des personnes qui ont été reçues, avec qui on a échangé, et le dialogue s'est fait. Donc je pense qu'on ne devrait pas avoir de soucis à ce niveau-là. Donc c'est pour vous donner un exemple concret. Monsieur Julien. Oui, ce que je veux vous dire, parce que là vous me dites, on n'a pas changé grand-chose, mais il est peut-être là le problème. En fait, moi j'ai toujours l'impression que vous opposez ce qu'il y avait avant avec ce que vous faites. Vous n'avez pas changé grand-chose, peut-être qu'il aurait fallu changer beaucoup de choses, parce que les associations, elles évoluent. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il fallait tout garder à la lettre. Je suis en train de vous dire qu'il y a des évolutions, il faut faire évoluer, et peut-être qu'il y a des fonctionnements associatifs qui ont peut-être beaucoup évolué, et que c'est tout. Et une fois de plus, je n'ai pas l'information ou les connaissances techniques de chaque association, qu'elles soient sportives ou autres, pour dire si ça va ou ça ne va pas. C'est bien tout le sens de ma question. Est-ce que les assos ont été consultés ? Voilà, alors là j'ai un exemple que Madame Boubela m'a dit, mais après, la délib, elle est hyper vaste. Globalement, elle touche toutes les potentiellement, elle touche toutes les associations moranaises. C'est ça que je veux dire. Oui, ce que je voulais dire, c'est que c'est dommage que vous posiez des questions maintenant, parce que ce débat, il doit avoir lieu en commission. Et commission, vous n'y étiez pas. D'accord, voilà. Si c'est une réponse parce que vous n'y êtes pas régulièrement. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ce travail a été fait par les services, et on fait confiance en partie quand même aux services qui connaissent très bien les associations. Ce n'est pas à nous d'aller voir chaque association pour leur donner précisément sur tel équipement ou telle salle, est-ce que vous êtes d'accord sur telle modification ? Voilà.
Et je précise que c'est une mise à jour, si vous avez vu dans la délibération. Donc aujourd'hui, vous reprochez quelque chose sur lequel vous ne pouvez même pas le nommer. Donc maintenant, si vous reprochez de ne pas avoir consulté les associations, mais vous ne savez même pas sur quoi ça pose problème. Donc je donne la parole maintenant à Madame Lombardo. Merci Madame la maire. Je me permets, hein, à chaque conseil municipal, effectivement vous êtes dans l'opposition, hein, il n'y a aucun souci, mais on a l'impression que vous êtes toujours en opposition, en disant nous on fait de l'opposition, vous faites de l'opposition. À un moment donné, il faut arrêter. Je pense que vos débats, ils ne sont pas politiques, Monsieur Julien. Et vous êtes toujours en train de nous reprendre sur la forme et pas sur le fond. Alors, la virgule, elle n'est pas au bon moment, ou le point, il n'est pas au bon endroit, c'est pas grave. C'est le fond du projet qui est intéressant. Donc, travaillez plutôt là-dessus avec votre groupe. À chaque fois, vous nous faites des choses. Alors, vous venez pas aux commissions, vous vous opposez tout le temps. Mais soyez sur un fond politique et non pas sur la forme. Faites de la vraie politique. Madame Boubé. Pour compléter mes propos concernant l'exemple que j'ai pu vous donner, il faut savoir, malheureusement, effectivement, vous n'étiez pas là à la commission, Monsieur Julien, mais c'était important parce qu'on l'a évoqué à ce moment-là. Les choses dont parlait Madame la maire qui étaient modifiées à la marge, c'était par exemple la dénomination du nom de la commission qui avant était la DAX, qui aujourd'hui est commission vie locale. Donc on est sur ce type d'exemple-là. Vous parliez de retravailler et d'être en opposition. Il ne s'agit pas de retravailler toutes les conventions. Si on devait retravailler toutes les conventions, croyez-moi qu'on les aurait retravaillées avec l'ensemble des associations. Là, il s'agit juste d'une mise à jour pour des éléments qui sont plutôt de l'ordre administratif plus que sur le fond. Voilà. Je pense qu'on va clore ce débat parce que je pense que tout le monde s'est exprimé. On est vraiment sur la virgule, comme dit Madame Lombardo. Je pense qu'à un moment, qu'on soit sur le fond et que ça soit productif et que les exemples choisis soient des exemples détaillés et précis, là oui, on pourra avoir un débat. Si dire potentiellement que peut-être ça se pourrait, non, là on va faire des élucubrations qui servent à rien, qui ne font pas avancer le débat. Donc je propose que nous procédions au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Adopté. Merci. Donc le point suivant concerne un fonds de concours territoire d'énergie Isère et programmation des travaux 2023 d'éclairage public, et c'est M. Rossetto qui rapporte cette délibération. Merci Madame la maire. Donc, la maîtrise d'ouvrage des travaux sur les réseaux d'éclairage public a été transférée à territoire d'énergie Isère, TO38, depuis 2018. 3 tranches de travaux ont déjà été réalisées, une 4e tranche se déroulera sur 2023. La programmation prévisionnelle est détaillée dans l'annexe jointe à la présente délibération et concerne en résumé 1. L'amélioration et l'optimisation de l'éclairage sur la rue du Grand Faïs, du tronçon de la Galifette à l'impasse du Grand Faïs, y compris le croisement de la rue du Vergeron, remplacement de 13 ampoules. La rénovation et l'optimisation des lanternes dans l'hypercentre, remplacement de 50 ampoules. La dépose des crayons sur la traversée piétonne parc de la place Charles de Gaulle et l'optimisation de l'éclairage sur le cheminement de la médiathèque à la Poste. Dépose des 8 crayons et mise en place de 5 candélabres. La mise en conformité de l'éclairage piéton sur le cheminement du passage des Cordeliers. Mise en place de 9 spots en applique, de 2 mâts de hauteur 6 mètres et d'une crosse équipée d'une lanterne. La mise en conformité de l'éclairage piéton sur le parvis de l'annexe mairie et du parc de la Grille. Mise en place de 2 candélabres. La séparation et la gestion indépendante des éclairages du parc de la Grille, séparation du réseau électrique et mise en place d'une horloge de commande dans le coffret du parc. La rénovation et optimisation des éclairages tripodes des croisements rue Marius Chereau, rue du 8 mai 45 et avenue Louis Moiroux, remplacement de 12 ampoules et réduction de la hauteur du mât d'éclairage rue du 8 mai 45, croisement rue de la République. La création de l'éclairage public le long de la RD 1092 jusqu'au jardin des Violettes, Pup, Blain. Création de 13 mâts, hauteur 4 mètres, selon un dispositif d'éclairement ABC et d'un allumage progressif sur détection de mouvement. Après étude, le plan de financement prévisionnel annexé à la présente délibération est le suivant. Le prix de revient TTC de l'opération tranche 4 est estimé à 134 759 €. Le montant total des financements externes s'élève à 49 482 €. Ainsi, la participation prévisionnelle de la commune s'élève à 85 277 € répartis comme suit. La participation aux frais de TO38 s'élève à 6 317 €. La contribution prévisionnelle aux investissements pour la tranche 4 s'élève à 78 960 €. Le montant de la participation prévisionnelle est engagé au budget primitif 2023 de la collectivité, voté en date du 30 mars 2023. Il pourra être réajusté en fonction de la réalité des travaux.
Tout dépassement fera l'objet d'une nouvelle délibération et d'un engagement complémentaire. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération DEL 2018-046 en date du 12 juillet 2018 portant transfert de compétences de la maîtrise d'ouvrage en éclairage public, vu l'avis favorable de la commission technique et ville durable en date du 17 avril 2023, considérant le conventionnement avec TO38, considérant que les travaux participent à une amélioration du patrimoine et notamment au niveau énergétique, le conseil municipal, après en avoir délibéré, validera la programmation des travaux et le plan de financement s'y annexé et autorisera Madame la maire ou son représentant ayant délégation en la matière à signer le plan de financement global qui fixe les modalités financières de la participation de la commune aux travaux sur les réseaux d'éclairage public. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'on peut-être on déroule un petit peu le détail, ou est-ce que vous avez eu l'occasion d'en prendre connaissance? Donc ça, c'est l'explication des différents points. Vous vouliez peut-être qu'on explique les différents points, ça explique les points qui ont été cités. S'il n'y a pas d'obligation, vous l'avez tous reçu, sauf si ça a été expliqué en commission. Je pense que les éléments ont été apportés. Si vous avez des questions précises. Madame Vial. Non, le document est très très bien fait, il n'y a pas de souci, il y a tous les plans, un bon travail. Je le tiens à féliciter, de temps en temps ça fait plaisir aussi. Hein. Mais par contre, le financement externe, quand je vois le prix de revient, 134 759 €, financement externe 49 482, participation prévisionnelle 85 277, le TE38 a pour sa part 75 900. Donc les financements externes, c'est 6 317, oui. La contribution. Alors la question est, c'est quoi ces financements externes? Non, c'est pas TO38. Il y a un piège. Le prix de revient 134 000, le montant des financements externes 49 482. Qui c'est qui les prend en charge? Qui paye? Moins 6 000, d'accord, ok. D'accord, ok. Voilà, bon, c'est exact. C'est justement la participation mairie. Voilà. Merci. Je remercie aussi au passage les services techniques, puisque vous avez remercié sur la qualité des illustrations. Il faut évidemment remercier les services techniques qui ont contribué à ça. Voilà. Excusez-moi, c'est TE38 qui se charge de porter les subventions pour la collectivité. Juste toujours, est-ce qu'on a une idée de l'économie, par contre, que ça va faire? Je ne peux pas vous donner un chiffre exact, parce que comme vous avez constaté dans les documents, il y a une fourchette de puissance sur les anciennes lampes. Toutes n'ont pas exactement la même puissance. Vous avez dans certains documents une fourchette entre 150 et 250 watts, et les remplacements sont aussi avec une fourchette qui n'est pas... Il n'y a pas une valeur unique. En plus, il y a l'intérêt d'avoir mis des LED. Vous avez un abaissement de la consommation pour les heures de 23h à 5h du matin, qui abaisse encore la consommation de 50%. Donc je ne peux pas vous donner le chiffre exact comme ça peut se chiffrer en plusieurs milliers d'euros par an, de manière très approximative. Après, si vous voulez plus de détails, je retournerai faire les calculs, voir avec les services techniques pour avoir des estimations plus précises, mais l'ordre de grandeur, c'est autour de quelques milliers d'euros par an. Monsieur Ferrand. Oui, sur l'abaissement à 50%, en fait, c'est globalement centré au centre-ville, en fait. C'est majoritairement autour du centre-ville. Mais il y a des grands axes qui aujourd'hui sont complètement éteints. Est-ce que le fait de les passer à 50% ne serait pas non plus intéressant, quoi? Financièrement, le plus intéressant, c'est d'éteindre. Hein. Ça, on n'a pas d'autre choix si on cherche les économies. Aujourd'hui, en regard des différentes opérations qui ont été menées l'année dernière, des essais, des tests, des phases tests, des rencontres, des enquêtes, je pense qu'on a un petit peu un retour qui est plutôt d'acceptabilité sur le fait d'éteindre.
Bon, les circonstances aujourd'hui, la conjoncture nous amène à effectivement encore se poser la question. Je pense qu'aujourd'hui, ça répond à une réalité aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'opposition sur éteindre la commune. Après, la réflexion, on peut encore la réfléchir. Hein. Est-ce qu'on peut encore diminuer un peu plus les lumières en centre-ville? Vers quoi on peut tendre pour continuer à améliorer? Voilà, tout en se souciant de la sécurité, de l'acceptabilité des habitants, et c'est ce à quoi on s'emploie. Mais pour l'instant, écoutez, les retours sont très positifs. Oui. Je peux aussi éventuellement apporter un complément. Je ne sais pas à quel grand axe vous faites allusion, mais tous les axes qui sont équipés donc un peu plus à la périphérie avec des anciens luminaires, donc qui ne sont pas des luminaires à LED, on ne peut pas faire de modulation dessus. Toutes les anciennes ampoules dites à vapeur de sodium, on ne peut pas faire de modulation. C'est soit allumé à 100%, parce qu'elles ont un temps de chauffe très long. On ne peut pas les moduler, ces ampoules-là. C'est un problème technique aussi. On peut faire ça que sur les nouvelles installations de type LED. Oui, je suis juste d'accord avec vous. Effectivement, sur les anciens luminaires, ce n'est pas possible, mais je pense qu'à terme, on va les changer. Donc, dans ces changements à venir, la réflexion de l'abaissement à 50%, pour moi, serait intéressant de l'intégrer. Voilà. Après, la question des grands axes, elle a un intérêt moyen parce que finalement, il y a très peu d'habitations. Ça veut dire, c'est quoi l'intérêt aujourd'hui pour la collectivité d'allumer des avenues où il y a par exemple peu d'habitations? Pour nous, par exemple, si c'est des équipements qui sont fermés à telle heure, je ne sais pas quelle rue vous avez en tête précisément. Je pense que c'est important de regarder de manière précise. Mais voilà, moi je pensais à certaines rues, l'avenue de Trabia ou autre, je ne vois pas l'intérêt d'allumer l'avenue de Trabia, par exemple. Si je peux me permettre de rajouter juste effectivement l'avenue de Trabia, l'avenue Roger du Marais, mais c'est ça, effectivement, mais simplement c'est pour sécuriser la circulation dans la nuit, quoi, tout simplement. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de sécuriser. Justement, le fait d'éteindre a un impact dissuasif et de ralentissement naturel parce que de se dire qu'on voit moins bien, et en fait, on prend l'habitude de rouler plus lentement. Et puis, je pense que c'est un petit préambule à l'étude mobilité qui nous apprendra à rouler autrement. Je pense que c'est pas mal. C'est peut-être une mise en condition. Oui, Madame Villecourt. Oui, juste, je voulais dire aussi le fait qu'il n'y ait pas de lumière, ça fait ralentir. Et la deuxième chose, c'est pour la biodiversité, pour les animaux nocturnes, ça a un avantage d'avoir tout éteint. Je pense qu'on a fait le tour de la question. S'il n'y a pas d'autres questions, on va procéder au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté, merci. Donc le point suivant est pour M. Papaioannou qui concerne une convention d'études avec le PFL. Merci Madame la maire. Le projet de reconversion et de valorisation du site de l'ex-EHPAD a fait l'objet d'un appel à projet lancé en 2018. L'obtention d'un permis de construire a été accordée en 2020 pour la création de 58 logements. Les blocages rencontrés, notamment par la mise en œuvre des prescriptions archéologiques, n'ont cependant pas pu être levés. Ainsi, le permis de construire a été retiré en 2022. Le centre hospitalier de Tullin étudie la possibilité d'un portage foncier par l'EPFL du Dauphiné. Cette possibilité peut s'envisager sous réserve de l'accord de la commune de Moirans et du Pays Ouaranais. Ainsi, la commune sollicite l'EPFL pour un accompagnement en vue d'un éventuel portage du site de l'ex-EHPAD. L'objectif est d'aboutir à l'automne 2023 à un bilan opérationnel précisé par les études conduites par l'EPFL. Il s'agit de réaliser le diagnostic relatif à la requalification foncière, donc contenant le désamiantage avant la réhabilitation, les maîtrais du bâti, le curage et ou planification de la réhabilitation. Il y aura un pré-diagnostic de la desserte réseau et équipement, et l'ingénierie foncière, division parcellaire, valorisation, remembrement, etc. Cette première analyse permettra à la commune de se positionner sur le devenir du site. Le projet de convention d'études joint en annexe à la présente délibération définit le cadre et le contenu de la coopération publique entre le PFL du Dauphiné, la commune de Moirans, le Pays Ouaranais et le centre hospitalier de Tullin.
Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération en date du 6 avril 2023 du Conseil d'administration de l'EPFL du Dauphiné qui valide l'intervention de l'EPFL dans le cadre de l'opération ex-EHPAD suivant les termes du projet de convention annexé visant à définir les engagements respectifs des parties. Vu l'avis favorable de la Commission technique et ville durable en date du 17 avril 2023, considérant que l'exécutif du pôle transition écologique du Pays Voironnais statuera sur ce projet lors de sa prochaine réunion, considérant que les dispositions du plan local d'urbanisme approuvé le 14 décembre 2017, modifié le 5 mai 2022, applicable au secteur de l'ex-EHPAD correspondent à la zone UA. Juste pour vous préciser, c'est une zone urbanisable. Considérant la sollicitation de la commune de Moirans pour confier à l'EPFL du Dauphiné une mission de stratégie et d'évaluation foncière et immobilière sur le périmètre défini par le TENMAN ex-EHPAD, considérant l'intérêt d'engager une mission de stratégie et d'évaluation foncière et immobilière sur le périmètre du TENMAN ex-EHPAD, site en friche situé au centre-ville, encadré par une convention d'études, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuvera les termes du projet de convention d'études si annexé à passer entre le PFL du Dauphiné, la commune de Moirans, la CAPV et le centre hospitalier de Tullin. Validera le principe si l'acquisition ne se réalisait pas au terme de la phase d'étude de la participation de la commune de Moirans à hauteur de 70% du montant réel des dépenses, celle-ci étant plafonnée à hauteur de 60 000 € hors taxe. Et autorisera Madame la maire ou son représentant ayant délibération en la matière à signer la convention d'études si annexée. Merci. Merci Madame la maire. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Donc vous avez la convention annexée également, le compte-rendu du... Non, plutôt le compte-rendu, effectivement, et la convention. Est-ce qu'il y a des questions, Monsieur Ferrand? Oui. Ce site est la propriété des hôpitaux de Tullin. Hein. Donc les hôpitaux de Tullin, pour la construction de la nouvelle EHPAD, attendaient la vente de cet établissement pour aider au financement de l'établissement actuel. Et donc forcément, je veux dire, si demain l'étude conduit à une mise en valeur du site différemment, il faudra acquérir, je pense, le bien actuel. Et après, il y a la question, c'est les fouilles. Aujourd'hui, s'il n'y a pas donné suite au logement potentiel, c'est majoritairement à cause des fouilles. Donc, quid des fouilles? Parce qu'en dehors de l'étude, je ne sais pas ce que sera la teneur de l'étude, mais les fouilles actuelles sont des fouilles qui sont a priori demandées par la DRAC et que le préfet approuve, et donc à ce titre inévitable, j'allais dire. Voilà, donc ma question c'est quid de tout ça dans le cadre de votre étude en fait? Donc déjà sur les points évoqués, aujourd'hui on ne sait pas trop. Hein. Donc le préfet n'a pas validé les fouilles, sachez-le. Les fouilles on les fait si on doit creuser le sol. On ne les fait exclusivement que dans ces conditions-là. Donc aujourd'hui il nous appartient de savoir ce qu'il est possible de faire, à quel coût et quel est l'enjeu de ce terrain en regard de ses coûts, enfin la destination de ce terrain, elle est en regard de ses coûts. C'est pour ça que nous avions besoin au niveau de la commune de savoir précisément et de faire une étude précise, et les 60 000 €, c'est le maximum de cette étude, de manière à savoir précisément la part de l'amiante, s'il faut démolir, pas démolir, et ce qui sera fait, ce qui sera possible de faire de ces bâtiments. Donc aujourd'hui, non, les fouilles, ce n'est pas une absolue nécessité, sauf effectivement si on détruit et si on reconstruit. Donc aujourd'hui, toutes les possibilités sont à étudier. Mais oui, non, il n'y a pas d'obligation de ce côté-là. Voilà, pour ce qui est de là. Et donc aujourd'hui, le devenir de ce lieu, il est entre les mains des études et des choix qui seront faits et qu'on partagera, bien évidemment. Monsieur Tosi. J'ai pas l'ancienneté, excusez-moi, je reviens souvent sur le béotien que je suis, mais j'entends que ce bâtiment-là n'est pas la propriété de la commune. Pourquoi on doit s'investir à hauteur de 60 000 € dans une étude? Je suis désolé, ça me paraît un peu bizarre de devoir rentrer, et est-ce que ça ne nous engage pas ensuite à devoir poursuivre quelque chose alors que justement on rentre entre guillemets, ce que j'aime pas comme terme, caution dans ce genre d'opération? Alors cette question, elle est très juste, hein, mais aujourd'hui,
il y avait deux solutions. Soit on laissait en l'état, on laissait, il n'y avait pas de solution. Voilà, donc ce terrain, il n'y avait pas de solution parce qu'il n'y avait pas les coûts imaginés pour les fouilles. Ils pouvaient aller... D'abord, ils n'étaient pas connus et pas quantifiables, mais l'amplitude de ces coûts pouvait être entre 200 000 et 2 millions d'euros. Donc vous imaginez les coûts à perte pour l'EHPAD. Donc aujourd'hui, la question, elle est de savoir comment sortir de cette situation sur un terrain qui se trouve très bien situé pour la commune, hein, qui est important. Et donc l'idée du portage foncier, c'est bien pour que la commune ait un rôle à jouer dans les choix qui seront faits aujourd'hui. Mais ces choix, il faut qu'on les fasse en connaissance de cause. D'où la raison de porter cette étude pour nous aujourd'hui. Voilà. Et donc sachez que chaque fois qu'il y a un portage foncier, donc un tiers qui travaille sur cette question, il y a toujours une collectivité. S'il n'y avait pas eu la collectivité, il n'y aurait pas eu d'études et on ne sait pas ce qui va advenir de ce lieu. Donc nous, il nous importait d'avoir toutes les données pour faire les choix et après qui appartiendront à chacun. Voilà. Mais sachez que si à terme ce terrain revient à la ville, il sera intégré. Les montants seront, les montants de l'étude apparaîtront, seront pris en charge par le PFL. Voilà. Donc ça, c'est suivant les suites qui seront données. Soit il n'y en a pas, soit il y en aura, et à ce moment-là, ce sera intégré au niveau des coûts de l'EPFL. Madame Vial. Oui, étant donné que cet EHPAD fait partie du groupe TULA, puis d'ensemble du centre hospitalier, donc je suppose que l'ARS cautionne ce portage de... Alors, l'Agence régionale de santé n'a pas à voir du tout avec ces questions d'immobilier. C'est autre chose. Son domaine d'action ne relève de la santé, ne relève pas de l'immobilier. Donc, comme vous avez bien dit, c'est un EHPAD privé. Hein, ce serait un EHPAD public, les décisions peut-être sont différentes. Aujourd'hui, il appartient à... C'est Modal, hein, c'est ça, le cabinet qui s'occupe de gérer voilà, c'est Modal. Et donc, qui s'occupe de gérer, on est dans du domaine privé, sur du devenir d'un bien privé. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, on n'a pas d'acteurs publics autres que ceux que vous avez indiqués, qui sont indiqués dans la délibération sur ce sujet-là. C'est vrai que c'est un dossier aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est un dossier qui a traîné depuis longtemps. Les bâtiments se dégradent. Pour nous, il nous importe de trouver des solutions. Qu'on dise oui, qu'on dise non, qu'on sache ce qui va advenir de cet espace-là. Et je pense qu'en regard de la réflexion qui se mène sur le schéma directeur de la mobilité, on ne peut que se poser des questions sur effectivement cet espace, ce Tènement, qui a un lieu un peu stratégique également. Je voulais compléter par le fait que l'étude est potentiellement en vue d'un projet et le projet n'est pas défini. Est-ce que vous avez déjà un projet par rapport à ce site ? Écoutez, nous, on n'a pas l'habitude de mettre la charrue avant les bœufs. L'idée, c'est d'abord de savoir la réalité de ce qu'on découvre, hein, parce qu'aujourd'hui, il faut cette étude. Une fois qu'on saura à quoi ça engage, on prendra la décision. Mais on ne veut pas prendre de décision sans savoir si la commune, elle part pour X millions d'euros à sa charge, vous comprenez ? Même si le terrain est vendu à 1 euro symbolique, s'il y a 2 millions de travaux, d'une obligation de creuser parce que les bâtiments, on ne peut pas les maintenir, voilà, toutes ces questions-là, aujourd'hui, il faut qu'on ait les éléments pour la prise de décision. Il nous importait d'avoir l'ensemble des éléments pour la prise de décision. Voilà, le projet, il se construira avec le résultat de cette étude. D'autres questions? On va procéder au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc 5. Adopté, merci. On a fini, hein. Donc on vient de terminer les questions. Est-ce que vous avez des questions concernant les décisions administratives? S'il n'y a pas de questions particulières, comme il n'y avait pas de questions, aucune question n'a été envoyée, je vous propose de clore la séance
Et je vous remercie chacun pour votre présence et votre participation.